Bien, chers amis, bonjour. Nous allons continuer la lecture et l'explication, autant que faire se peut, de certaines idées prédominantes. Nous sommes toujours, cette fois-ci, à la page 12 et nous continuons et je m'arrêterai si nécessaire pour essayer d'expliquer le plus simplement possible ce qu'il doit l'être. Alors je continue. Les pré-socialistes et les marxistes ont cherché, chacun à sa manière, à leur manière, à répondre aux exigences d'une humanité prolétarisée. Alors je répète ce que j'avais dit, il est évident que la providence va évidemment être présente à chaque instant de l'histoire humaine. Il est évident que, on l'a dit plusieurs fois, de nombreuses fois, la révolution industrielle qui a provoqué des forces positives, dynamiques, enthousiasmantes, absolument indéniables, va provoquer une contre-révolution, vous voyez, des contre-forces qui vont essayer non seulement d'amoindrir les effets, et notamment les effets négatifs, mais surtout essayer de présenter un contre-modèle, un remède au mal, parce que pour eux, le capitalisme tel qu'il a été introduit correspond à une forme avancée du mal, de la douleur de l'enfantement, et donc ils ont essayé, que ce soit les pré-marxistes, on l'a déjà dit, ou les marxistes, ils ont essayé d'annoncer une nouvelle révolution qui était la leur, la révolution évidemment marxiste-léniniste. Et donc je continue, tout ça on l'a déjà assez vu, je continue à lire. Largement meurtrie, donc l'humanité prolétarisée, largement meurtrie par le choc culturel issu de l'exode rural et les nouvelles conditions d'existence urbaine. La civilisation industrielle naissante a provoqué, on l'a déjà dit, une contre-révolution sociale, elle-même porteuse d'une force réactive éminemment puissante. Action-réaction. Processus, ce qu'on appelle de création, destruction. Puis destruction-création. Ce sont des mécanismes absolument fondamentaux en économie et en sciences sociales qui reposent sur la dynamique immanente de l'histoire. Et je répète, Karl Marx et Engels sont arrivés à un moment absolument charnière, à un moment stratégique de l'histoire humaine, chacun voulant répondre à sa manière à la souffrance humaine. Les capitalistes par l'augmentation du profit et de la propriété individuelle, les socialistes, les universalistes, essayant de répondre par l'égalité de l'homme par l'homme. En leur temps, alors Marx et Engels, en leur temps, ont par exemple perçu le phénomène inéluctable d'une civilisation dont l'exacerbation se concrétise par un matérialisme historique dont la prise de conscience par le prolétariat d'une exploitation de classe devient un ferment éminemment révolutionnaire. Alors, pour nous, évidemment, puisque nous essayons de comprendre le projet divin, il est évident que Akadosh Baruch Hu va stimuler, va susciter, va insuffler dans les forces dites à l'époque prolétarienne cette prise de conscience de classe par l'intermédiaire évidemment de tout intermédiaire, que ce soit des chefs politiques ou des guides de type scolaire ou de type sociaux, de type syndicaux, qui vont essayer d'améliorer, d'approfondir la conscience de classe pour créer ce ferment révolutionnaire. Ce qu'ils appelaient, eux, la prise de conscience de classe, c'est-à-dire ce matérialisme historique qui correspondait, on le sait, on l'a déjà dit, à un certain niveau de matérialisation, de cristallisation de la société humaine qui fait que, à partir de ce moment-là,
le matérialisme historique allait créer sa propre contre-révolution avec la sortie le développement et la prise de conscience de la conscience de classe, c'est-à-dire d'un homme nouveau qui va sortir libéré de tous les antagonismes, de toutes les tensions, de toutes les pressions, de toutes les souffrances, et va devenir un homme libre, ce que les socialistes appelaient l'homme communiste. Alors je continue. La baisse tendancielle du taux de profit capitaliste, associée à une armée de réserve prolétarienne, là aussi cette armée de réserve prolétarienne était consécutive à la prise de conscience de classe. Cette armée de réserve prolétarienne, comme voulait Karl Marx, devait par la paix, sans prendre la force, sans prendre les armes, devait tout simplement cueillir comme un fruit mûr le capitalisme sauvage qui allait mourir de ses cendres tout de suite à partir du moment où cette prise de conscience va créer ce ferment révolutionnaire. Encore une fois, regardez le processus de la dynamique sociale, la dynamique économique, création, destruction, destruction, création. Le but est d'avancer et tout ça, évidemment, fait partie du projet de Dieu. Alors je continue. Je reprends, la baisse tendancielle du taux de profit capitaliste associée à une armée de réserve prolétarienne de plus en plus nombreuse, mais de moins en moins riche, est source de tensions externes, extrêmes, provoquant indubitablement, selon les auteurs, un bouleversement des pouvoirs et la récupération par les forces du travail du capital employé à la production. Alors ça mérite quand même une petite explication. Pour Karl Marx, le profit va au profit. Il va y avoir une sorte de plus-value capitaliste, je l'ai déjà expliqué à plusieurs fois dans mes interventions précédentes, et que en fait le travail va être source d'exploitation. La plus-value capitaliste va rentrer dans le surprofit capitaliste et non pas dans les poches, si vous voulez, du prolétaire, dans les poches de l'ouvrier, dans les poches du salarié. Et à partir de ce moment-là, le profit va se développer outre mesure, de plus en plus, et cela va créer une sorte de concurrence entre les capitalistes qui fait que les plus forts capitalistes, les plus ingénieux, les plus dynamiques vont être de plus en plus riches et vont s'approprier quelque part les parts de marché jusqu'à devenir pratiquement des grands monopolisateurs, c'est-à-dire une concurrence de type monopolistique qui fait qu'ils vont dominer particulièrement l'économie du pays et même progressivement par tranche, et cela va prendre du temps, mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui, l'économie mondiale comme nous l'avons vu à quelques reprises. Maintenant, face à ça, il va y avoir cette prise de conscience. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui va se passer, c'est que les capitalistes, voyons l'âpreté de la concurrence, voyons le fait que le profit va commencer à baisser. Pourquoi? Parce que cette concurrence va entraîner une baisse des prix et une baisse donc des profits progressivement, encore une fois, au profit de quelques-uns. Il y a quelques-uns qui vont, parmi les capitalistes, qui vont se surenchérir, surprofiter, vont devenir de plus en plus riches, au détriment des autres capitalistes qui seront de moins en moins. Il va y avoir une sorte de tendance à la baisse du taux de profit. Cela va entraîner une baisse des salaires, un appauvrissement, ce qu'on appelle en termes de capitalisme, de socialisme, la paupérisation des masses. Il va y avoir une sorte de paupérisation outre mesure des classes laborieuses, et cette paupérisation va servir de ferment au processus révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir un double phénomène qui va apparaître, dit Karl Marx, un phénomène de baisse tendancielle des taux de profit, cela au détriment des capitalistes les plus vulnérables, les plus fragiles, et au profit d'une surprospérité de quelques-uns qui vont devenir des capitalistes monopolistiques, si vous voulez, des très grandes firmes. Et face à cela, il va y avoir une stagnation, ce qu'on appelle du travail social,
les communistes, enfin Karl Marx parle du travail socialement nécessaire. C'est une sorte de travail cristallisé qui fait que, en fait, dans chaque part de travail, il va y avoir un minimum vital, une sorte de, si vous voulez, de SMIC, qui va permettre à l'individu de se reproduire et de faire face à ses besoins les plus primaires. Et pourquoi? Parce que, dit Karl Marx, le capitaliste a intérêt à ce qu'il y ait une sorte de reproduction de la main-d'œuvre, une sorte de reproduction. Il va être obligé par la baisse des salaires et la baisse des revenus, de son pouvoir d'achat, le travailleur, le prolétaire va faire des enfants. Il va y avoir donc une sorte d'augmentation de la masse prolétarienne, de plus en plus nombreuse, face à une sorte de surpuissance de certains capitalistes, de plus en plus riches, mais de moins en moins nombreux. Et donc, si vous voulez, une classe prolétarienne de plus en plus puissante, mais de moins en moins riche, face à une classe dite bourgeoise, capitaliste, de plus en plus puissante, mais de plus en plus riche et de moins en moins nombreuse. Je répète, une classe prolétarienne de moins en moins riche, paupérisation, et de plus en plus nombreuse, et une classe capitaliste de moins en moins nombreuse, mais de plus en plus riche. C'est ce que nous vivons, si vous voulez, aujourd'hui, en quelques mots. Alors je continue. Et cela va donner, dit Karl Marx, le ferment de la révolution prolétarienne. Alors je continue. Provoquant donc, la baisse tendancielle, je reprends, du taux de profit capitaliste, associé à une armée de réserve prolétarienne, de plus en plus nombreuse mais de moins en moins riche, est source de tensions extrêmes, provoquant indubitablement, je le répète, selon les auteurs, Karl Marx et Friedrich Engels, un bouleversement des pouvoirs et la récupération par les forces du travail du capital employé à la production. Ce qui est très important pour Karl Marx et pour les socialistes, c'est qu'il y a eu une sorte de, non seulement de surexploitation du capital, mais une sorte de vol. Le capital a été subtilisé par les capitalistes. Alors pour eux, le capital et le travail ne font plus qu'un. Il faut donner aux ouvriers la capacité de s'auto-entretenir. Parce que c'est eux qui ont la force de travail. Et pour les socialistes, la force de travail dépasse, et de beaucoup, la force du capital. Par exemple, lorsqu'on prend un produit, un stylo, une plume, une paire de lunettes, pour les capitalistes, c'est évidemment un profit, une sorte d'argent, c'est monnayé. Ce qui fait la valeur de cette paire de lunettes, c'est la valeur ajoutée. Mais pour les socialistes, et notamment pour Karl Marx, ce qui fait la valeur de ce bien, c'est la valeur travail. Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi c'est qu'une paire de lunettes coûte plus cher qu'une autre paire de lunettes? Parce que cette paire de lunettes a plus de valeur travail, a plus de temps cristallisé, ça s'appelle le travail cristallisé, dans cette paire de lunettes. Donc, à partir de ce moment-là, elle vaut plus cher que l'autre. Alors, je répète, chez les capitalistes, c'est plutôt la valeur ajoutée. C'est la valeur ajoutée créée dans, si vous voulez, la production. Mais vous avez aussi, pour les communistes et socialistes, d'une manière extrêmement synthétique, évidemment extrêmement synthétique, en quelques secondes, vous avez pour les communistes une sorte de valeur travail, de valeur intrinsèque, de travail, le travail étant une valeur sociale, et le travail cristallisé représente donc, le temps de travail représente donc la véritable valeur intrinsèque d'un produit ou d'un service. Alors, le socialisme scientifique est fondé sur la fin d'une situation exacerbée d'exploitation des forces du travail par celle du capital et le retour vers un équilibre créateur de progrès économique et social.
C'est-à-dire qu'en fin de compte, évidemment, Karl Marx et Engels n'étaient pas du tout contre l'industrialisation, n'étaient pas du tout contre la production, n'étaient pas du tout contre l'organisation d'une entreprise, il était contre l'exploitation par quelques-uns du plus grand nombre, l'exploitation de la valeur travail par le capital. C'est ça le ferment, si vous voulez, révolutionnaire selon Karl Marx et Engels. L'intervention de Karl Marx et de Friedrich Engels, véritable accélérateur de l'histoire, vous voyez évidemment, ils ont été mis par Akadosh Baruch Hu un temps précis, un temps capital. J'avais dit l'autre fois, cerveau droit, cerveau gauche. Vous avez évidemment le côté intuitif capitaliste et vous avez le côté rationnel, disons, du socialisme, c'est le matérialisme historique qui se veut par définition parfaitement scientifique, parfaitement rationnel, face à l'esprit du capitalisme qui se dit d'abord et avant tout intuitif. C'est vrai que le capitaliste présente des données rationnelles, c'est un calculateur, mais d'abord et avant tout, il doit être un intuitif. Tandis que les socialistes se veulent automatiquement planificateurs, organisateurs, régulateurs et révolutionnaires. Ils entendent, par définition, par essence, c'est le cerveau, si vous voulez, le cerveau droit, la manière scientifique d'organiser les sociétés. Ils veulent être parfaitement maîtres de leur société, évidemment, vous m'avez compris, à la place d'Akadosh Baruch Hu. De même, par exemple, alors, je continue, pardon, je reviens, nous sommes à la page 13, l'intervention de Karl Marx et de Engels, véritable accélérateur de l'histoire, à une époque charnière, prédéterminée, a façonné au niveau de la philosophie politique et de la philosophie sociale l'ensemble du XXe siècle, avec évidemment toutes les errances et les conflits de toutes sortes que l'on connaît. Alors il est évident que nous, les Juifs, nous savons depuis Yaakov Avinu que seul, on l'a déjà vu, que seule la voie moyenne, ça veut dire la réduction des écarts, la régulation des écarts, et que ce soit du haut vers le bas et du bas vers le haut, et de gauche vers la droite. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est la voie moyenne, c'est la voie centralisée qui est très importante. Il ne s'agit pas de remettre en cause la recherche de profit, il ne s'agit pas non plus de remettre en cause l'économie sociale, il s'agit de trouver le juste milieu entre les deux dynamiques de l'histoire, et ça, comme je l'ai dit une fois, je crois, on le reverra beaucoup plus profondément. Ça, c'est le travail de la période, c'est de la fonction, de la période messianique, c'est le temps du Mashiach ben David, où on va comprendre qu'il faut intégrer profondément les valeurs de la raison et la valeur de l'intuition, faire l'union de ces deux types de valeurs pour pouvoir aboutir, ça c'est très important, à cette voie moyenne, à cette voie, si vous voulez, régulatrice, vers les objectifs qui sont des objectifs de progrès économique et de progrès social pour le plus grand nombre. Il est hors de question que quelques-uns profitent sur le dos, à la place du plus grand nombre. Dieu a créé le monde d'une manière tout à fait équilibrée, d'une manière tout à fait si vous voulez, apaisée. Il n'est pas question une seconde qu'une classe sociale perturbe l'équilibre d'une autre classe sociale. Ce qui est très important, c'est l'équilibre, c'est la symbiose, c'est la paix, ce qu'on peut appeler la paix économique, la paix sociale, qui est absolument fondamentale. Alors juste un mot avant de finir cette intervention. Il est évident que aujourd'hui, on semble être sorti, j'ai déjà dit ça plusieurs fois auparavant, on semble être sorti de cette dialectique gauche-droite. En fin de compte, on s'aperçoit que la gauche fait la politique de la droite et que la droite s'est socialisée, beaucoup socialisée, fait la politique de la gauche. On est dans un monde de confusion, on n'est plus capable de faire le discernement entre ce cerveau droit et ce cerveau gauche, et ça c'est vraiment très très problématique. C'est ça qui est porteur de crise et porteur
de souffrance et de confusion. Nous rentrons dans le monde de la confusion parce que, encore une fois, le cerveau droit n'est pas véritablement droit, le cerveau gauche n'est pas véritablement gauche, mais le cerveau droit utilise le cerveau gauche et le cerveau gauche utilise le cerveau droit pour prospérer, pour supplanter l'autre. Eh bien, cela est synonyme de tension, d'exclusion, de déstabilisation, de frustration et voire même de haine, pour ne pas dire plus de violence et de guerre. Je vous remercie, que Dieu vous protège.